Bonjour à tout le monde ici dans la salle. Je vous remercie de votre présence. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour faire cette espèce de conversation, discussion avec les écrivains Jean-Simon Desrochers et Nicolas Dickner. Je propose, comme formule, je propose tout simplement que les écrivains conversent entre eux ou avec moi à partir des quelques questions qui avaient été préalablement soumises. Vous allez voir, tout ça tourne autour, évidemment, de l'espace, de la trajectoire des lieux du mouvement. Et ensuite, qu'on se conserve au moins, peut-être, quinzaine de minutes pour que vous, gens du public, puissiez poser vos propres questions. Donc, j'ai aussi, évidemment, une petite présentation un peu plus détaillée sur chacun des écrivains, mais on se parlait derrière, nous trois, et on parlait d'où on vient, de ce qu'on a fait. On a parlé de nos parcours universitaires, parce qu'on a tous passé par l'université, mais je ne leur ai pas demandé dans quelle ville ils sont nés, d'où ils viennent. Et ici, j'ai l'information, mais je ne vous la donne pas, parce que la première question que je vais leur poser ensuite, c'est décrivez-moi votre trajectoire. Alors, je vais omettre la première ligne des petites biographies pour passer immédiatement sur les réalisations littéraires. Donc, Jean-Simon Desrochers, à ma gauche ici, a initialement œuvré en poésie avec L'Obéissance impure en 2001, Parle seul, en prix Émile Nelligan en 2003. Ses romans, que vous connaissez sans doute, La canicule des pauvres en 2009 et Le sablier des solitudes en 2011, en plus d'être retenus en finale de nombreux prix, notamment le prix du gouverneur général, prix des libraires du Québec, prix des collégiens, ont remporté, ont remporté un vif succès critique et populaire. Il rédige actuellement une thèse doctorale sur les approches bioculturelles des théories de la création littéraire à l'UQAM. Quant à Nicolas Dickner, à ma droite, j'essaie de passer la première ligne. Lauréat des prix Adrienne Choquette et Jovette Bernier pour son recueil de nouvelles L'Encyclopédie du Petit Cercle, à l'instant même. Il signe en 2005 un premier roman Nikolski, chez Alto, qui remporte plusieurs honneurs, dont le prix des libraires du Québec, le prix littéraire des collégiens et le prix Anne Hébert. Paru en 2009, son second roman Tarmac, toujours chez Alto, a été finaliste au Grand Prix littéraire Archambault en 2010. Alors, bienvenue, messieurs. Et ben voilà, donc la première question que je vous pose, c'est tout simplement peut-être chacun à tour de rôle de décrire votre trajectoire qui vous a amené à converger vers l'endroit où on se trouve, donc vers Montréal, où, si je ne m'abuse, vous habitez maintenant tous deux. Non? Alors voilà, on a déjà quelqu'un qui n'habite pas Montréal. Donc, allez-y. Voilà, on peut peut-être commencer avec Jean-Simon Desrochers. Bon, d'accord, peut-être. Mon parcours, disons, ma trajectoire tient beaucoup plus, je crois, de la respiration, en fait. Je suis né à Montréal. Je viens de lever un suspense terrible ici, je le sens. Je suis né à Montréal sans y avoir habité de façon très consciente parce que mes parents ont foutu le camp dehors de l'île le plus tôt possible, ce qui fait que j'ai peut-être passé mes 2 premières années de vie ici. Donc j'ai respiré l'air pollué des années 70 et du béton qu'on coulait au stade olympique pour ensuite sortir de la ville, pour habiter la périphérie, mais de manière un peu maniaque. Mes parents avaient la bougeotte constamment. Ce qui fait que j'ai habité tant dans les banlieues en train de se construire, c'est-à-dire un magnifique bungalow avec un champ de maïs derrière qui devient d'autres bungalows. Mes parents aussi avaient la folie de vouloir faire du vin. Pas une folie, disons, au Québec, ça peut en être une. Ils voulaient en boire plus que d'autres choses, je crois. Ils ont donc habité des terres. J'ai habité la campagne dans le secteur de Saint-Hyacinthe. Les parents ont divorcé, ce qui fait que les maisons se sont multipliées, démultipliées. Retour partiel à Montréal d'un côté, retour dans les banlieues de l'autre. Ce qui fait que je me suis toujours retrouvé à être un peu comme en situation de gravitation autour de Montréal, en gardant Montréal comme un centre. Évidemment, à 17 ans, j'ai pris la sage décision de revenir en ville, seul. Et j'ai habité Montréal environ une dizaine d'années, jusqu'à temps que j'en ai eu marre de payer l'hypothèque d'un autre. Banalement. Il n'y a rien de très poétique là-dedans. Et depuis ce temps-là, je vais à Montréal beaucoup plus à la manière d'un... Ben, j'y vais évidemment à cause de M. Carpentier, entre autres ici, qui me dirige d'une main de fer, vraiment un homme dur. Pour une fois, je peux faire honte à un de mes directeurs doctoraux, j'en profite un peu. Non, c'est... Oui, je sais. Et en plus, tu parles l'après-midi, donc je me mets tellement les pieds dans les plats. C'est une expérience, que veux-tu? En fait, je vais à Montréal essentiellement maintenant pour y apprendre des choses que Montréal ne pouvait pas m'apprendre au moment où j'y habitais, parce que j'avais plus la sensibilité au quotidien de voir ces choses-là. Ce qui pouvait être des sujets de désagrément au quotidien deviennent maintenant des sujets de fascination avec Montréal. Donc la distance que je me suis donnée physique
avec la ville me permet maintenant de la regarder comme une ville étrangère, même si c'est ma ville de naissance. Et d'un point de vue de l'écriture, de la façon que je la pratique, pour moi, c'est un très bel avantage. Tu as quitté Montréal pour retourner en banlieue ou pour retourner plus loin? J'habite ce qu'on appelle la seconde couronne. J'habite Chambly, qui peut-être malheureusement, avec l'absence d'urbanisme intelligent au Québec, va finir par devenir la banlieue. On est encore entouré de petites fermes plutôt champêtres autour d'un magnifique bassin. Non, j'ai quitté Chambly parce que c'est une ville que j'ai habitée un peu dans la phase des déménagements sans fin et que j'y étais bien, tout simplement, et que c'est l'idéal. Mes romans sont quand même assez volumineux, donc à Montréal, j'avais toujours quelqu'un qui venait sonner à ma porte à un moment donné pour m'offrir une opportunité d'abus quelconque que je pouvais difficilement refuser dans la vingtaine. Et je me suis dit que peut-être, en m'obligeant une certaine ascèse, je pourrais peut-être finir par écrire, et ça a donné des romans de 700, 350 pages. Donc, je présume que ça a un peu fonctionné. D'accord. Nicolas? Moi, je viens de Rivière-du-Loup, petit bled qu'on confond généralement avec Rimouski. Et j'ai en fait un parcours diamétralement opposé à celui de Jean Simon, au sens où moi j'ai une famille extrêmement nucléaire. Mes parents sont encore ensemble, d'ailleurs on est dans la problématique période de notre vie où il faut organiser un 50e anniversaire de mariage. On en est là. Alors, je suis resté à Rivière-du-Loup, et il y avait évidemment un cégep à Rivière-du-Loup, ce qui fait que j'ai fait mes études collégiales là aussi. J'ai quitté pour Québec, qui à l'époque pour moi était une grande ville. On n'était pas des gens très on était plutôt casaniers, ce qui fait qu'on avait de la parenté à Montréal et tout, on y allait de temps en temps, je connaissais, mais c'était pour moi extrêmement lointain, absolument inenvisageable et terriblement gros. Alors, je suis allé à Québec, où il y avait d'ailleurs, je crois que c'était le sentiment, il y avait une espèce d'idée que Rivière-du-Loup était une banlieue de Québec, parce qu'en quittant Rivière-du-Loup, avant de prendre l'autoroute, il y avait des grands panneaux qui annonçaient les centres commerciaux de Québec, place Sainte-Foy. Alors, il y avait l'idée que Québec, c'était vraiment comme le centre-ville de Rivière-du-Loup. Et c'est là que je me suis retrouvé pour mes études universitaires. Puis ensuite, j'ai eu la bougeotte, je me suis promené un peu partout, en Amérique latine. Où est-ce que j'ai été? En Europe. Enfin, je me suis promené, j'étais au Nouveau-Brunswick, 1 an. Et puis, finalement, j'ai trouvé un boulot à l'UNEC en 99 à Montréal, et je suis venu m'installer dans la petite Italie, et ça a été cette espèce de choc que vivent beaucoup de gens en arrivant à Montréal la première année, qui est une espèce de « Ah, godon, c'est vivable ». Et en même temps, je ne suis pas sûr d'être tout à fait prêt à m'installer. Alors, la première année, je ne crois pas avoir passé une seule fin de semaine à Montréal. J'étais une espèce en commuting permanent. Alors, j'habitais à Montréal, mais je passais mes fins de semaine à Québec. Je suis resté 1 an, je suis parti au Pérou, je suis parti après ça en Allemagne, je suis revenu à Québec, j'ai fait un petit bout à Montréal, j'étais extrêmement volatile. Jusqu'à ce qu'en 2005, au moment où Nikolski est paru, j'ai décidé de venir m'inscrire à l'UDM, à l'école de bibliothèque d'économie et de sciences de l'information, où j'ai assisté au cours très exactement 72 heures, pour des raisons complexes à expliquer, mais liées au fait que Nikolski avait eu un certain succès et tout d'un coup, j'avais à choisir entre mes études universitaires et essayer de faire bouger une carrière d'écrivain, et j'ai fait ce choix un peu fou d'avoir une carrière d'écrivain. Alors voilà, ça fait 7 ans, 2005, que je suis à Montréal. Et ma blonde s'est en trouvé un boulot et on a acheté et tout. Je me retrouve dans une situation où je ne vois pas comment je vais réussir à sortir de la ville. Mais ça va, je suis assez réconcilié avec l'idée. D'accord, d'accord. Mais cela étant dit, en guise de post-scriptum, j'adore Montréal. À partir de maintenant, n'hésitez pas à vous entreposer des questions si vous le sentez. Moi, j'en ai, évidemment. Alors, vous savez qu'il existe une tradition en littérature, les écrivains du voyage. Donc, c'est les écrivains qui, et André Carpentier pourrait nous en parler longtemps, ces écrivains qui vivent dans le voyage et qui écrivent en fonction de leur pérégrination. Je ne pense pas qu'on pourrait qualifier votre œuvre, Jean-Simon Desrochers ou à Nicolas Dickner, comme des œuvres écrites par des écrivains du voyage, mais il n'en demeure pas moins que vos multiples déplacements, tels que vous venez de les décrire, ont sans doute commandé ou influencé la façon dont vous êtes devenu écrivain, ou ont peut-être inspiré votre posture d'écrivain ou votre écriture tout simplement. Ce serait peut-être un peu plus évident lorsqu'on regarde votre œuvre, Nicolas Dickner, parce que les personnages bougent beaucoup, peut-être un petit peu moins, quoique c'est peut-être contestable aussi, c'est quand même un carambolage. Alors,
Oui, donc est-ce que tous ces déplacements qui appartiennent à votre biographie, finalement, habitent votre personne d'écrivain ou nourrissent votre œuvre? Ben, dans le cas de Nikolsky, ça a très certainement joué un rôle essentiel parce que c'est une histoire que j'ai contée 10 000 fois en fait, à un point tel que j'arrive plus à me souvenir ce qui tient de l'autofiction et de la réalité là-dedans. Lorsqu'on est appelé à parler de sa propre trajectoire, sa propre démarche d'écrivain, il y a toujours une forme de narration là-dedans. On est dans la fiction encore là. Mais je crois bien me souvenir, sans trop mentir et avec une certaine authenticité, que ayant habité à Montréal de 1999 à 2000, et ayant commencé ensuite à écrire un roman, Nikolsky, en partir de 2001, qui se passait à Montréal, mais au moment où j'étais plus à Montréal, j'étais au Pérou à ce moment-là, puis ensuite j'étais en Allemagne, je crois me souvenir de manière assez authentique que l'image de Montréal m'est apparue avec plus de clarté lorsque je l'ai quitté. Comme si, en fin de compte, le quotidien n'étant plus là, les détails, le bruit, la statique avaient été évacués du portrait pour ne laisser qu'une espèce, les grandes lignes de force. Et ça m'a donné une liberté pour parler de Montréal sans me prendre les pieds dans le tapis de l'anecdote, en fin de compte. Et je crois que ça a été, en tout cas dans le cas de Nikolsky, ma trajectoire personnelle a joué un rôle très précis dans ce que je décrivais et la façon dont je le décrivais. Est-ce que tu dirais que Nikolsky, c'est un roman montréalais? C'est définitivement un roman montréalais. Oui. En fait, Montréal a toujours, pour moi, très tôt, ça a été comme un personnage de Nikolsky. Il y a beaucoup d'endroits dans le roman où il n'y a pas vraiment... On a beaucoup parlé de Nikolsky comme du livre qui ramène un peu le storytelling sur la scène québécoise. Puis bon, à l'époque, on a un peu répété ça. C'est un argument de vente. Mais quand on regarde ça, il n'y a pas vraiment de storytelling. Il n'y a pas beaucoup d'histoire de Nikolsky. Quand on enlève... Il se passe pas grand-chose, mais il y a plein d'endroits. C'est assez... A posteriori, je me rends compte que c'est assez intéressant. Il y a plein d'endroits où il y a des descriptions de lieux qui sont pas vraiment des descriptions, c'est comme si le lieu agissait. Je décris le lieu, puis le lieu se déroule en fin de compte. Un petit peu comme ces jeux électroniques des années 80 où on a une espèce d'écran noir et on avance et le paysage s'éclaire au fur et à mesure qu'on avance, découvrant un petit peu une nouvelle perspective. Et il y a plusieurs des descriptions de Nikolsky où des lieux, notamment les lieux de Montréal, le marché Jean Talon, sont comme ça. C'est pas tant une description qu'un lieu qui se déroule et qui agit par lui-même et qui démontre sa propre narrativité en fin de compte. Et ça, je crois que ça fait de White Nikolsky un roman où on pourrait dire Montréal. D'accord. Dans le cas de la canicule des pauvres, je pense que c'est une question qui, pour quiconque le lu, ne se pose pas. C'est un roman qui suinte Montréal de toutes ses parts. Si un roman est doté de parts, ça peut être avec un C parfois. J'ai aussi écrit la canicule des pauvres en n'habitant plus Montréal. La genèse de l'idée était apparue à l'époque où j'habitais l'équivalent d'un immeuble, comme j'en faisais la description. Mais la capacité de l'écrire n'existait pas dans cet immeuble, tant au niveau de la maturité, de la maîtrise du style et ma compréhension de la nature humaine telle que je me le demandais, rendait le projet impossible à cette époque-là. Donc il a mijoté longuement et j'ai vu apparaître les premières lignes de ce roman-là alors que j'habitais Chambly. Mais pour revenir à la question même d'une trajectoire d'écrivain, je vais évidemment détourner la question à mon avantage, comme on apprend à le faire dans les hautes sphères universitaires. Je faisais ça en secondaire 5 aussi, mais on me tapait sur les doigts à chaque fois. Maintenant, on me récompense un peu plus pour le faire, donc j'essaie de m'améliorer dans la chose. La trajectoire que je vois, j'ai toujours à l'image une case d'une BD de Julie Doucet, où elle décrit son triangle d'or, qui est constitué de son appartement, les cases postales, ça date d'une période qui date d'avant le courriel, et le dépanneur, et qui est l'essentiel de sa trajectoire. Julie Doucet faisait dans l'autofiction en BD d'une manière assez folle, mais qui nous donne quand même l'idée d'un imaginaire créateur qui peut être très replié sur lui-même au niveau de la trajectoire, sans pour autant en souffrir ou quoi que ce soit. Alors je me suis posé la question, quelles étaient les trajectoires, parce que moi je suis devenu un ours en quittant Montréal. J'y viens uniquement, comme je dis, pour d'une certaine manière faire une forme d'anthropologie très active, très ludique en même temps. Mais dans le quotidien, je suis quelqu'un qui va parler à sa fille et à sa femme, et c'est tout. Et je n'en souffre absolument pas. La trajectoire que j'ai cherché à définir, en passant par Montréal à travers la canicule des pauvres et en passant par une multitude de lieux dans le sablier des solitudes, c'est l'idée que chaque personnage est d'abord un corps, et chaque corps nécessite un lieu et est un lieu en lui-même. Donc la trajectoire, pour cheminer vers
un point précis, part d'un lieu pour mener vers une personne. Mais il n'y a pas de cassure entre l'esprit d'un personnage et le lieu qu'il habite. J'ai toujours considéré la chose comme étant dans une forme de symbiose. Donc, si on prend l'idée de trajectoire à la De Certeau, un peu où on se fait un mapping imaginaire d'un parcours donné, ben, la fin de mes parcours, c'est toujours dans la conscience d'autrui. Et c'est vers ça que me mènent mes trajectoires constamment, et ça explique peut-être pourquoi j'ai autant de personnages et pourquoi j'use beaucoup de polyphonie narrative. Ça me permet de justement avoir une multitude de trajets et de les faire s'entrecroiser, de les déconstruire, de jouer avec eux. Donc, l'idée de trajectoire, pour moi, mène toujours vers l'être humain d'abord. Plus difficile alors de parler d'un roman qui serait lié à un seul lieu urbain. Je peux comprendre pour la canicule des pauvres, parce qu'il est question d'un immeuble, d'abord, ça concentre, mais déjà avec l'autre, le Sablier des solitudes, chaque chapitre, si on veut, dans la première partie, nous présente les personnages, et c'est tout à fait en phase avec ce que tu viens de nous décrire, cette espèce de lieu qui est le personnage qui va presque faire sortir le lieu de sa propre subjectivité d'une certaine façon, ou l'habiter, ou... Ben, c'est un peu le point de vue qu'Augustin Berg peut avoir au niveau du paysage. La définition même d'un paysage selon Berg et selon d'autres cognitivistes qui sont apparus par après, mais qui n'ont probablement pas lu Berg parce qu'ils ne parlent pas français, c'est que l'idée d'un paysage n'est qu'une idée. C'est un lieu qu'on détermine de façon subjective et qu'on définit comme tel, comme étant un paysage. Donc, forcément, tout le lieu d'un personnage est une projection de lui-même dans la conscience qu'il en a. Et le fait de parcourir ce paysage est un peu une façon aussi de parcourir la conscience d'un autre tout en étant à l'intérieur de notre propre esprit. C'est un peu complexe ce que je vais dire peut-être pour 9 h du matin, mais il y a du café à l'extérieur pour ceux qui en ont besoin. Mais en réalité, tout ça est très simple. C'est vraiment un jeu d'intersubjectivité où l'idée n'est pas d'atteindre une adéquation ou quoi que ce soit, mais de chercher à comprendre. Soit comprendre l'autre, ou soit se comprendre soi-même, ou ne rien comprendre des deux, mais d'avoir une expérience de l'autre. Et c'est un peu... Je tente d'écrire Le Sablier des solitudes comme un faux roman qui est un recueil de nouvelles où à un moment donné, il y a un immense événement désastreux qui fait que les nouvelles rendent le roman possible. Qu'est-ce qu'un roman? On pourrait faire un colloque complet là-dessus. L'idée du Sablier des solitudes, plus que dans La canicule des pauvres, était de créer un espace-temps. Et cet espace-temps-là est le goulot d'étranglement du sablier, justement, où ces 13 solitudes n'interrompent pas leur état de solitaire, mais sont quand même confrontés dans une situation de proximité où les repères sont éliminés, les classes sociales sont éliminées, où tout ce qui définit leur identité est suspendu. Donc c'était cette idée-là de changer l'autre, justement, d'un paysage ou d'un terrain connu pour les suspendre quelque part au milieu d'une chute. Nicolas, est-ce que tu reconnais une pratique du lieu comme ça chez toi? Est-ce que ça fait résonner des... Ben, en fait, ça m'a amené sur un tout autre terrain, parce que ce à quoi ça m'a fait penser, c'est cette activité qu'on voit à certains endroits, des promenades littéraires. Ils ont ça à Québec. Je crois qu'il y en a eu à Montréal, mais à Québec, ça a été récurrent, alors qu'à Montréal, je ne sais pas si ça a été réédité. Et dans une moindre mesure, des occasions où j'ai pu faire visiter le quartier où se passait Nikolski à des gens, dans le cadre d'entrevues ou à des amis. Puis, au-delà de la simple anecdote, ça devient intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de l'intersubjectivité puis du paysage comme d'une projection de la subjectivité. C'est tout à fait dans le cadre de la façon dont j'entrevoyais ce matin toutes les questions préparatoires qu'on a eues sur Montréal, sur le paysage. Ces promenades-là me semblent une occasion pour ceux qui font la promenade en ayant lu les livres, en fin de compte, de dérouler le livre comme une grille de lecture du paysage. Et je trouve ça extrêmement intéressant, et je trouve ça drôle qu'il y en ait si peu qui se fassent. À Montréal, je crois me souvenir qu'il y en a eu, mais il n'y a pas de... c'est pas organisé, il n'y a pas de promenade littéraire instituée ou institutionnalisée à Montréal. Puis pourtant, il y aurait un matériau riche là, pour faire ça. Je crois qu'il y en a pour les poètes, mais c'est organisé de façon assez organique et pas très... Ben, si je peux me permettre, il y a l'atelier de géopoétique. Il y a Gaëtan Dosti aussi. C'est ça, c'est Gaëtan Dosti qui organise ça, sur des parcours de poètes, par exemple. Bon, on connaît tous la relation qu'Émile Nelligan-Favard avec le Carré Saint-Louis, par exemple, mais aussi des lieux d'habitation. Peut-être qu'éventuellement, il y aura des pèlerinages où Régent Ducharme habite, parce que tout le monde sait où il habite, évidemment. Non, personne ne le sait, mais on le sait tous, supposément.
Mais la géopoétique, telle que André va vous en parler probablement bien mieux que moi cet après-midi, la géopoétique est, je crois, de créer une pratique même du lieu et de créer un rapport d'échange, mais pas tant de recréation du lieu nécessairement. Alors que quand on est dans un parcours comme ça, on visite les lieux de roman, par exemple, ce qui est possible avec Nikolsky, mais ce qui n'est pas possible avec la canicule des pauvres, parce que moi, j'ai toujours tendance à inventer un secteur de Montréal qui n'existe pas réellement. Ça, c'est un côté qui n'est pas mentionné, mais j'invente des bouts de Montréal qui n'existent pas. J'invente des noms de rue souvent, où je cache le nom de rue, je dissimule. J'aime garder un aspect générique d'un imaginaire de Montréal pour ne pas le cibler sur Google Maps, par exemple. C'est vrai, mais qui reste néanmoins dans une cohérence géographique de Montréal. C'est pas carrément une fausse enclave comme on verrait en science-fiction ou en littérature d'anticipation. On aurait une fausse ville qui serait érigée à la place, par exemple, de la gare de triage d'Outremont. Alors, on reste quand même dans un Montréal qui est cohérent, puis même si on ne peut pas effectivement dire, bon, voici ça se passe là, voici ça se passe là, ce qu'on ne peut pas faire non plus dans Nikolsky ou dans la plupart des romans, il reste quand même la possibilité d'utiliser la logique narrative d'une œuvre, la logique territoriale d'une œuvre comme prétexte pour relire le paysage montréalais. Ah oui, d'avoir un rapport direct à l'architecture, d'avoir des couleurs de briques, des odeurs, des phénomènes qui sont typiquement montréalais, ça oui. Des époques aussi. Ben oui. Mais non, tout à fait. Moi, je suis tout à fait dans cette lignée-là d'interprétation du paysage. On parle du typiquement montréalais. On a tous le sentiment de quelque chose qui serait typiquement montréalais, tout comme peut-être typiquement parisien. Mais ce serait, à mon avis, ça devient difficile de le décrire lorsqu'on s'y essaie. Moi, ça m'amènerait à la question, en fait, de parler d'architecture, de parler de grilles, de rues, de tracés, mais les personnages, est-ce que vos personnages seraient eux-mêmes habités par Montréal? Est-ce que ce seraient des personnages qui seraient typiquement montréalais ou ce seraient des images de Montréalais typiques? Enfin. Je vais prendre peut-être ça au bon. Je me suis posé cette question-là. Quel est l'imaginaire de mes personnages? C'est une des questions que je dois me poser en premier, pratiquement. Parce que toutes mes histoires parlent des personnages. Je ne suis pas du genre, je veux raconter telle histoire, donc ça serait bien que je peuple de tel personnage. Donc je parle d'individus, et je me dis, qu'est-ce qui serait intéressant qu'ils vivent par la suite? Ce qui fait que la question de l'imaginaire d'un personnage est là. Mais il y a toujours des éléments qu'on ignore, qu'on fait par automatisme ou par intuition. Et ce qui fait partie des automatismes dans l'imaginaire de mes personnages, je suis rendu à quelque chose comme peut-être une quarantaine de personnages dans mes deux romans, et c'est un même univers, donc je peux les considérer comme faisant partie d'un même regroupement. Montréal constitue toujours un centre imaginaire, sauf pour quelques-uns dont le centre reste Toronto, où Montréal reste toujours le point, soit un point de transit, soit un objectif à atteindre, soit quelque chose à fuir, mais Montréal reste toujours un centre de gravité duquel les personnages sont incapables de s'extraire d'une certaine manière. C'est comme un problème avec lequel les personnages doivent se faire une idée ou avoir une opinion qui va peut-être même pas teinter leur discours ou leur action, mais c'est en eux. Tout comme je crois que c'est en nous au Québec de considérer Montréal comme un centre. Même dans un imaginaire très reculé, tout le monde a une idée de Montréal, ne serait-ce que parce que le rayonnement médiatique principal émane de Montréal. C'est tout à fait vrai. En même temps, j'ai l'impression que c'est un centre excentré, au sens où, d'une part, géographiquement, on n'est pas complètement à l'ouest de la province, mais on est très à l'ouest. Moi, j'ai ce problème-là. Venant de l'est, pour moi, Montréal, c'est absolument comme nulle part, là. Je serais beaucoup plus central par rapport à mes amis, ma famille en étant à Québec. Et je crois que c'est le cas démographiquement pour beaucoup de gens. Oui, il y a eu d'énormes migrations de population au cours du 20e siècle, comme partout dans le monde, en direction de Montréal, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de Montréalais. J'ai de plus en plus de gens qui habitent dans Montréal, les couronnes incluses. Mais il en demeure pas moins que... Moi, je suis toujours encore surpris de tomber sur des gens qui sont nés à Montréal. C'est comme, ah oui, tiens, un vrai. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup de gens qui se voient comme des gens de deuxième génération ou de troisième génération. Et alors, cette idée-là, c'est une migration qui est encore relativement récente, et je crois que, effectivement, c'est un centre imaginaire, un centre, pas imaginaire, mais au sens d'un centre de l'imaginaire, ou sur le plan imaginaire, c'est un centre, sur le plan culturel, sur le plan, on peut nommer tous les plans sur lesquels c'est centré. En même temps, d'une certaine manière, on dirait que dans la relation généalogique des gens, ou dans leur histoire personnelle, on dirait que Montréal demeure encore excentré. Il y a cette espèce de paradoxe-là. Non, c'est vrai, on le voit même, moi je le vois au quotidien, je
me prive pas d'observer mes propres voisins ou les gens avec qui je fais l'épicerie à Chambly, qui sont de très bonne matière à personnage aussi, quoique certaines personnes puissent en penser. C'est seulement la couleur des vêtements qui change, mais l'être humain est toujours aussi complexe. Les gens ont un rapport, même quand ils habitent à une très grande proximité. On parle d'une vingtaine de kilomètres, ils sont à un sur plus de Montréal, ils vont quotidiennement très souvent. La plupart des gens ont un rapport de détestation avec la ville. Ils la subissent, ils vont la tête baissée, un peu comme un veau à l'abattoir, en espérant ne pas faire partie de la batch du jour. Et ça m'étonne de voir, mais qu'est-ce que vous foutez ici, à la Rimouski, à la Rivière-du-Loup, respirer l'air du fleuve? Vous avez souvent un emploi probablement même mieux rémunéré que ce que vous arrachez comme misère à Montréal. Votre maison va vous coûter moins cher. Vous allez découvrir des gens qui ne parlent que français. Si vous avez tant peur de ces fameux étranges qui peuplent Montréal, on dirait que je viens d'une patrie de redneck, mais bon, il y en a un peu partout, mais parfois ils s'expriment plus fort en périphérie. Le rapport à Montréal est toujours de la notion d'un problème. Soit heureux, si on est Montréalais, c'est parfois un problème heureux, mais de l'extérieur, c'est aussi un problème, parfois plus malheureux que d'autres choses. Ma blonde enseigne la sociologie à Édouard Montpetit, qui est un jet de pierre du pont. C'est pas tout à fait assez proche pour être confortablement marché, mais ça se fait, c'est à même pas 10 minutes en bus. Là. En fait, lorsqu'ils vont enfin se décider à rallonger la ligne jaune, c'est la prochaine station de métro. On croise très très fort les doigts. Mais il y en a pour moi que c'est vraiment un jet de pierre de Montréal. Et enseignant la sociologie, il y a plusieurs de ses cours fait faire des mini-terrains à ses étudiants. Et elle a fait un cours sur les notions de sécurité alimentaire et de relation à la nourriture. Et elle finit par dire à plusieurs de ses équipes, écoutez, allez à Montréal, allez voir dans les épiceries, parce qu'ils faisaient de l'échantillonnage d'épiceries. Et dit, allez pas juste au IGA, sur la Rive-Sud, allez à Montréal, essayez de voir... Madame, mais là, on parle de jeunes de 17 ans qui habitent vraiment à 15 minutes de Montréal. Elle dit, madame, là, Montréal, comment je suis pas confortable, là, aller à Montréal, là, où c'est qu'on va se stationner, là? Je suis conscient que, évidemment, ce genre d'anecdote-là n'a pas le poids d'une étude où on ferait le tour de l'imaginaire de 2000 personnes, mais il y a souvent ce sentiment-là de méfiance, comme... Il y a le pont Jacques-Cartier est une frontière symbolique inimaginable. On ne le voit pas du tout comme ça de ce côté-ci, mais sur la rive sud, il y a vraiment, c'est un portail, il y a quelque chose là. Et je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toutes les couronnements. En tout cas, il y a ça qui est très fort. Elle l'a souvent senti. Là. Ça me fait penser, je vais me permettre une anecdote, parce que je crois qu'elle est quand même pas si mal. J'ai passé mon permis de conduire très tardivement parce que j'ai été Montréalais pendant longtemps. Donc pourquoi avoir un permis de conduire à Montréal? À 28 ans, après des heures et des heures d'autobus entre Chambly et Montréal, et Chambly et la Rive-Sud, qui est un enfer incroyable, 10 minutes en voiture te prend 2 heures, parce que tout pointe évidemment vers Montréal au niveau des infrastructures de transport en commun. Je me suis décidé à prendre un permis. Je vais prendre des cours, je vais apprendre de la bonne façon pour la première fois. Et la professeure, une dame d'environ 45-46 ans, la première journée, ce qu'elle me dit, c'est « À la 7e semaine, on s'en va à Montréal. » Avec un air de film d'horreur. Oui, vraiment. Et moi, à Montréal, je faisais du vélo à travers le trafic. Je compte au moins 3 miroirs de taxi à mon actif, arrachés. Donc moi, à la rigueur, me promener en voiture à Montréal, c'était le paradis. J'avais une armure. Et là, elle dit, mais t'as pas peur? Non, si vous saviez à quel point j'ai pas peur. Au moins à Montréal, on sait que les gens vont faire des manœuvres peut-être plus dangereuses. On sait qu'il y a un piéton qui va surgir. J'ai 1000 fois plus peur de conduire à l'extérieur de Montréal où les gens ne font jamais leur stop. Mais ça, les gens n'ont pas conscience de la notion de danger. Montréal symbolise le danger, l'inconnu, le foisonnement, alors que eux, ils sont habitués de voir une clôture, un arbre et un trottoir vide. Et ça, pour eux, c'est la sécurité. Alors que pour moi, c'est une forme d'angoisse très profonde. Mais je commence à m'y faire tranquillement. Si je peux me permettre de revenir à la question. Oui. Sur la relation. On s'éloigne. Le personnage. On parlait du personnage. Oui, on a besoin de trajectoire. Oui. Et ça m'a jeté dans un abysse de réflexion parce que j'ai vraiment fait le tour de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai publié et de ce sur quoi je travaille en ce moment. Je réalise qu'il n'y a aucun de mes personnages qui vient de Montréal. Ah. Il n'y en a aucun. Et je crois que c'est dû au fait que, ne venant pas de Montréal, je ne me sentais pas forcément compétent, plus ou moins consciemment, c'est pas le fruit d'une décision consciente, mais je ne me sentais pas consciemment, et soit dit en passant, j'ai un personnage qui vient de Châteauguay.
Mais bon, je parle de l'île de Montréal, du centre-ville de Montréal. Et je me sentais pas comme, inconsciemment, je me sentais pas autorisé à avoir un personnage qui était typiquement montréalais. Et c'est peut-être en train de changer parce que j'ai tellement... c'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans une ville, il y a peut-être une manière d'occuper horizontalement la ville où on découvre un petit peu, bon, l'étalement des rues, ah oui, il y a tel restaurant dans tel quartier, puis tel quartier c'est comment, puis il va pas au nord de telle rue, puis le réseau de métro. Ça reste très, 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 très horizontal. Et je crois que la plupart des gens passent leur vie dans un mode d'occupation horizontale jusqu'à ce qu'ils deviennent assez vieux puis ils deviennent verticales par eux-mêmes. Je veux dire par là que j'ai des gens dans ma ruelle, on vient d'emménager, on a habité, puis il y a des gens dans ma ruelle qui habitent cette ruelle-là depuis 60 ans. Ils sont par la force des choses devenus verticales. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient l'épicerie au coin de la rue, ils se rappellent de l'époque où c'était un terrain vague. Lorsqu'ils voient telle station-service, ils se souviennent que avant ça, c'était un Sonoco, avant ça, c'était un tel truc. Lorsqu'ils voient le tissu humain autour d'eux, ils se rendent bien compte qu'il n'y a plus autant de Portugais qu'avant. Alors, il y a cette idée-là d'une progressive horizontalisation de l'occupation du territoire. C'est combien de syllabes là-dedans? Et à laquelle je me suis forcé moi-même parce que, ayant acheté une maison, j'ai eu cette espèce de curiosité un peu malsaine de me dire qui a habité dans cette maison-là. Et combien de gens ils sont morts, et tout ça. Et alors, je suis allé à la BANQ, ils ont numérisé tous les annuaires Lowells jusqu'au, je ne sais pas comment ça commence, début du 20e siècle. Ce qui fait que j'ai le nom d'absolument tous les gens qui ont habité chez nous depuis 1930, la création de l'immeuble. J'ai vu les cartes qui sont également disponibles numérisées, les cartes d'occupation du territoire depuis le 17e siècle de l'île et du quartier. Comment est-ce que ça a progressivement monté au nord de la voie ferrée? Comment est-ce que, quels étaient les propriétaires terrains qui avaient les terrains? Comment est-ce que l'occupation a changé? Ce qui fait que je me suis forcé à horizontaliser, à verticaliser le territoire. Oui. Et je me suis complètement mêlé dans l'horizontal tantôt. Mais l'idée étant, est là que je ne pouvais pas imaginer un Montréalais typique dans le passé parce que j'avais peut-être pas une perspective historique sur Montréal, alors que maintenant, pour plein de raisons qui n'avaient absolument rien à voir avec mon travail d'écrivain, je me suis forcé à le faire et je réalise peut-être ce matin, tiens, merci pour la question, qu'il serait peut-être temps que je m'attaque un peu à ce dossier-là. Il n'y a pas de quoi. Ça a été un excellent atelier de travail jusqu'à présent. Ça fait plaisir. Moi, je vais vous donner une autre question, mais on va s'éloigner un petit peu de Montréal. Tout ça, ça me ramène, il faut que je retienne là, la question de la verticalité. C'est très, très intéressant par rapport à la question qui s'en vient. Je remonte à la présentation que j'ai faite, à votre présentation, pardon, celle que vous avez faite vous-même. Jean-Simon, tu as commencé par dire, tu as eu toutes tes pérégrinations en périphérie, et puis là, dans ta description de l'habitation banlieusarde, on sent, je ne veux pas te faire un procès d'intention, mais on sentait un peu l'ironie, le bungalow, on a senti un peu le cliché de la vie banlieusarde. Il y avait presque une façon de dire, oui, je suis passé par là. Et puis, Nicolas, c'est différent, mais tu nous as dit, je suis né à Rivière-du-Loup, et là, il y a eu cette précision. Alors, Rivière-du-Loup, c'est un petit patelin. Moi, ma famille vient de là, donc j'attends pas qu'on me précise où se trouve Rivière-du-Loup. Le portage, Saint-Henri-Kamouraska, j'attends pas exactement qu'on me le précise. Ça m'a surpris, ce besoin de préciser, ce besoin de s'excuser, tu me permettras de le dire. Je ne me suis pas vraiment excusé. Non, je sais que c'est pas le terme, n'est pas bon, mais ce besoin de spécifier, ouais, d'accord, ce n'était pas Montréal, c'était autre chose, et voilà. Donc, la question est très simple. Est-ce que et c'est des choses dont on parle beaucoup aujourd'hui, est-ce que la banlieue, est-ce que les régions du Québec, d'un territoire comme le Québec et même ailleurs, ont un droit de cité équivalent dans votre écriture? Comment ça s'écrit, ça, la banlieue et les régions, pour vous? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est... Dans mon cas, oui, parce que c'est le personnage qui m'intéresse. Si je ne parle que d'une seule situation constamment, il va y avoir forcément répétition. Le lieu et le personnage, pour moi, comme je disais, c'est indissociable et je cherche à tisser le plus large possible. D'ailleurs, vous allez peut-être vous en rendre compte, mais j'ironise à peu près sur tout dans la vie en général. Oui. Donc, c'est ma façon de garder une santé mentale, j'imagine. Donc, je vais ironiser sur la banlieue, mais je vais le faire autant sur la ville. Mais cela dit, la ville et la banlieue n'échappent pas au cliché non plus. Et l'imaginaire qu'on en a, je ne me suis pas excusé, mais dans ton propre imaginaire, l'interprétation que tu en as faite était une forme d'excuse. Parce que la banlieue est un peu vue comme une tare, comme un problème, on reconnaît toutes les erreurs de développement urbanistique ou l'absence de pensée urbanistique qui a précédé à la création des banlieues dans à peu près toutes les zones urbaines et périurbaines de l'Amérique du Nord. Et c'est un problème avec lequel on est pris actuellement.
Mais ces problèmes de territoire, ces problèmes de lieux-là sont extrêmement féconds parce qu'ils rassemblent des populations qu'on croit parfois homogènes, alors que c'est faux. J'ai eu la chance de passer en entrevue pour une émission qui n'existe plus à RTV, qui s'appelait Mange ta ville, sur la banlieue justement, et ma femme est artiste visuelle, et moi écrivain, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est ça, eux, dans leur perspective très urbaine et branchouillarde de la ville comme grande puissance rayonnante qui laisse retomber ces quelques miettes de lumière là où elle veut bien percer. Ils arrivent, mais c'est incroyable, un écrivain contemporain, une artiste contemporaine en banlieue, mais quels animaux étranges, allons faire un topo. Et comme j'expliquais que la banlieue est parfois même plus riche en personnages excentriques et en caractères incroyables, parce que ces gens-là ressortent plus facilement. On voit moins de monde. Quand il y a deux personnes sur un trottoir et qu'il y en a un qui a l'air étrange, on le voit. En ville, à la rigueur, ben c'est noyé dans les modes, c'est noyé dans un courant du quotidien, et on l'accepte. Ça fait partie de la normalité montréalaise. Alors que là, mais qu'est-ce qu'une normalité, justement? La question se pose peut-être plus facilement en banlieue. Et à ce moment-là, précisément, passe un livreur de Publisac en train de fumer un immense joint et qui garoche le Publisac dans le cadre de la caméra que je dois attraper pour ne pas le manger sur la gueule. Il a dit, ben voilà, un personnage, entre autres. Il y en a, il suffit juste d'être attentif. Et le rapport à la banlieue, le rapport au lieu, donc, comme par exemple, dans le Sablé des Solitudes, j'ai un personnage qui vient de Berlin. Mais pas Berlin en Allemagne, Berlin en New Hampshire, c'est-à-dire Berlin, ville forestière. Pourquoi j'ai fait ça? Mais parce que je suis un amateur de littérature des États-Unis. C'est un clin d'œil à Russell Banks et d'où il vient, de sa région, de tout ça. Et de me dire, ben, ces gens-là partagent un territoire qui est commun au nôtre et partagent des problématiques qui sont communes au nôtre. Je suis un grand fan de Raymond Carver aussi. Pourquoi? Parce que dans Raymond Carver, je vois un rapport au lieu et un rapport à la problématique d'occupation d'un lieu par un personnage comme étant similaire. On est dans un paysage où, justement, sans verticalité, sans mémoire réelle, on habite des maisons qui ont à peine quoi, 40, 50 ans, 100 ans, 600, si elles sont relativement âgées. En Europe, une maison de 100 ans, c'est flambant neuf, il y a encore une garantie là-dessus. Donc, on a un rapport dans un paysage sans mémoire, mais qui nous donne l'impression qu'il y a plus de possibles. Il y a plus de... On a une meilleure prise peut-être sur le territoire, qui est une illusion. Mais il y a cette impression-là, mais qui crée une identité faible, une identité fuyante, qui fait que notre paysage est autant fait de routes que de points d'arrivée. Et c'est un peu cette idée-là, moi, que je trouve qui est commune à peu près toute l'Amérique du Nord que j'ai connue. Je ne l'ai pas visité de fond en comble, mais que j'aille dans une ville à l'autre, dans une banlieue à l'autre, ce sont des choses qui reviennent. Je ne sais pas par où commencer à répondre à cette question qui est prodigieusement intéressante et qui, pour moi, est essentielle au sens où souvent la création du personnage va commencer par le choix du lieu. Va peut-être pas commencer par, mais ça arrive tellement tôt dans le processus de création d'un personnage que ça fait partie des grands facteurs fondamentaux qui aident le personnage à se développer. Et venant moi-même d'une petite ville, mais moi j'ai grandi dans un bungalow. Et pour moi, la banlieue est une chose à la fois extrêmement... qui tient à la fois de l'urbanisme, mais également aussi de la culture. Alors là, à partir d'ici, ma réponse devrait comme fourcher en deux. Je vais d'abord créer un minuscule méandre où j'aimerais dire qu'un personnage qui a été extrêmement... qu'un auteur qui est extrêmement libérateur, pour moi, c'était Douglas Coupland, qui a vraiment donné à la culture, même si ses livres, souvent, ses histoires ne se déroulent pas dans des banlieues, il a donné à la culture des classes moyennes de banlieue un droit d'existence littéraire et qui n'était pas, et je suis tout à fait d'accord sur l'idée que la banlieue peut tellement facilement sombrer dans le cliché, elle a presque toujours tombé dans le cliché. Et le grand cliché avec un grand C majuscule de la banlieue, c'est la transgression. Tu ne peux pas parler de la banlieue sans parler sous l'angle de la transgression. Coupland n'a pas fait, mais il l'a fait en partie, c'est sûr, parce que la transgression demeure un des grands moteurs de la fiction. Mais ce qu'on voit chez Coupland, c'est une espèce d'intérêt, tu sais, c'est le zeitgeist guy, c'est vraiment le gars qui s'intéresse au mème, à la culture populaire, à la culture de masse, à la façon, et sans complaisance, mais il s'est intéressé à ça. La culture des banlieues, la culture de la classe populaire, des classes moyennes des banlieues. Et moi, pour moi, de voir, à partir de Generation X, que c'était possible de faire de la littérature avec ça, ça a été prodigieusement libérateur.
Mais là, on est dans, et je ferme cette partie-là de réponse parce qu'on n'est pas encore dans l'urbanisme, on est vraiment dans l'imaginaire ou dans la culture de la banlieue. Du côté de l'urbanisme, parce que justement, la banlieue comme lieu, pour moi, est un facteur de création de personnages intéressant. Tout à fait d'accord avec l'idée de la diversité, puis je trouve ça intéressant de voir que ça commence à apparaître dans le discours en ce moment populaire. C'est une chose dont je suis conscient depuis très longtemps. J'ai grandi dans un bungalow, mais le bungalow où on a grandi a été bâti parce que mon père a fait la cuisine il y a 2 ans. Puis quand il a démonté les murs, il a arraché, je me suis rendu compte qu'en dessous des murs, en dessous c'était pas des panneaux de 4 par 8. C'était de la petite planche posée à 47 degrés. Il dit, ben voyons, comment ça fait que c'est posé à 47 degrés, ces petites planches-là? Il dit, ben j'ai fait le bungalow, c'est avec il avait pris des plans d'architecte de la ville qui étaient disponibles à l'hôtel de ville. Mais il a fait la maison avec mon oncle, qui était l'aîné de la famille, puis mon grand-père. Ça a été fait selon des techniques de construction qui avaient cours dans les régions, dans les rangs. Dire, quand on construisait les maisons dans les rangs au Québec, on les construisait avec de la petite planche, parce que c'était avant l'avènement des grands panneaux de 4 par 8 d'agglomérés. Puis on construisait au 45 parce que ça donnait une rigidité structurelle que tu n'as pas si tu construis au 46. Fait que là, je me rendais compte, hey, jamais dans une structure culturellement banlieusarde. Mais dès que tu enlèves la peinture, tu te rends compte que je tombe dans la verticalité, je tombe dans la tradition. Mon frère, lui, a acheté un bungalow en banlieue de Québec. Là, c'est tout à fait dans la tradition du bungalow fait avec des planches de 4 par 8 puis du gun à clous. En même temps, je parlais avec des gens, des voisins à lui, un de ses collègues qui était venu me voir au salon du livre, puis je lui ai dit, tu viens d'où? Il dit, je viens de Neuchâtel, en banlieue de Québec. Il dit, non, t'habites à Neuchâtel. D'où tu viens? Il dit, je viens de Neuchâtel. Et là, je fais un pas de recul et je dis, mais putain, ça a dû changer depuis ton enfance. Il dit, oui, la ferme paternelle est rendue à Provigo. Et à travers ça, tu vois les banlieues maintenant qui s'éloignent de plus en plus. On est rendu à la 3e couronne, 4e couronne. Le train de banlieue va de plus en plus loin. Puis en même temps, on commence à combler des trous qui sont en proximité parce que c'est plus pratique. Alors on voit apparaître le long des autoroutes des grandes bandes qui étaient inoccupées, qui soudainement se deviennent séparées par des murs coupe-sons. Ils ont construit des maisons en série. Et tout ça, c'est des banlieues qu'on a tendance à dire comme, ouais, c'est la banlieue. Mais c'est pas si simple que ça. Tout ça, c'est différent. C'est des périodes d'occupation différentes, des logiques d'occupation différentes, des logiques d'habitation différentes. Ces gens-là ne vont pas occuper ces différentes zones-là pour les mêmes raisons. Ce n'est pas les mêmes populations, ce n'est pas les mêmes clientèles, pour dire le mot. Et tu ne peux pas te fier seulement à des facteurs géographiques, pas géographiques, mais comment dire. Un personnage qui a beaucoup marqué mon imaginaire, ça a été Louis-Edmond Hamelin, qui a établi le concept de nordicité, qui a établi que la nordicité, c'était pas juste une affaire de kilomètres. Par exemple, ici, on est à hauteur de la France, mais en France, la nordicité est pas mal plus basse qu'ici. Et il a établi ce qu'on appelait des VAPO, des valeurs polaires, qui étaient fondées sur des notions d'éloignement, des notions culturelles, des notions humaines. Il y a toute une série de facteurs qui allaient du culturel au géographique, qui permettaient après ça de graduer un territoire en disant, en fait, son maximum, c'était 1000 VAPO, c'était vraiment comme dans l'océan Arctique. Puis 0 VAPO, c'est probablement le Texas, genre. Mais l'idée, c'est qu'avec une série de facteurs culturels et géographiques, tu peux déterminer quel était le degré de nordicité d'un lieu. Et je crois que, puis en ce moment, c'est ce que je vois apparaître sur les blogs d'urbanisme, il commence à y avoir le sentiment que, ouais, finalement, la banlieue, c'est peut-être plus compliqué qu'on pense. Puis ça devient comme un sujet d'intérêt urbanistique où on commence à avoir un discours qui se rapproche de celui de Louis-Edmond Hamelin. L'éloignement n'est pas le seul facteur d'évaluation. Il y a la culture, puis c'est très varié. Puis je trouve ça intéressant de commencer à voir que sur le plan urbain, la banlieue gagne ses lettres de noblesse. Bon, c'est formidable. On a des écrivains qui consultent les blogs d'urbanistes. On a des écrivains qui... Il y a du beau stock sur les blogs d'urbanistes. C'est du beau stock. C'est évident. Écoutez, il nous reste... On m'a bien dit qu'il faut faire une pause après ça et je voudrais faire parler le public. Donc... on peut maintenant se prendre une dizaine de minutes, 15 minutes idéalement, avec des questions peut-être qui nous viendraient du public. Des commentaires? Des commentaires, des questions. Vous avez des micros, là. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Je voulais juste aller dans le sens de certaines choses qui ont été dites. Par exemple, pour revenir à une chose que Nicolas disait au tout début, ou vers le début, moi un jour en écrivant un livre sur les ruelles, j'avais toujours le réflexe d'y retourner vérifier qu'une clôture était bien verte, comme je l'avais noté, plutôt que bleue, etc. Et à un moment donné, j'ai quitté, j'ai trouvé une chambre à la Maison des étudiants canadiens de Paris, et pendant 5 mois, j'ai travaillé avec mes notes plutôt que de retourner sur les lieux, parce que c'était la seule façon d'arriver à faire vivre ça comme un lieu
littéraire et non pas comme juste une transcription, une photo. C'est peut-être ce qui fait que je pense que Michel Tremblay écrit des pièces dont l'action se passe à Montréal alors qu'il est parfois en Floride ou à une époque peut-être aussi à Paris. La question de la verticalité, c'est tout à fait passionnant parce que il y a là un palimpseste, c'est à ça que renvoie la verticalité dont tu parles. Je me souviens d'avoir déjà eu, justement, dans une ruelle, là, pour rester dans cette perspective-là, d'avoir eu la vision que, étant sur une surface de ciment de cette épaisseur-là peut-être, disons 8 pouces, quelque chose comme ça, d'avoir pensé qu'il y avait peut-être dans ces environs-là des ruisseaux souterrains, des anciens sentiers amérindiens, peut-être des cimetières amérindiens, etc., mais qu'il y avait eu aussi, par exemple, la maison que j'habite dans Huntsic, c'était un marais autrefois, un lieu où les enfants venaient jouer, etc. C'est vrai qu'il y a toute une histoire verticale qui vient s'installer où que l'on soit. Et dans ces phénomènes-là, il y en a un qu'on oublie souvent, c'est la toponymie. C'est-à-dire qu'un parc porte un nom d'éditeur de gauche des années 30 et personne ne le sait, ou à peu près personne, et etc., etc. Et ça, je trouve ça vraiment dommage qu'on perde de ça de vue. Sur la question de la banlieue, juste une toute petite anecdote. Moi, j'ai une maison dite secondaire là, à Cap-Santé, parce que je suis un Montréalais. Je suis né à Montréal, je le suis. Je suis la 10e génération de ma famille qui est arrivée au Québec, mais je suis juste la 2e génération de Montréal. Toutes les autres étaient en province à divers endroits. Alors, j'ai une résidence à Cap-Santé. Cap-Santé, c'est reconnu comme, on dit toujours, un des plus beaux villages au Québec, au Canada, etc. C'est vrai que le petit village est très beau. Mais il y a un phénomène très particulier que la plupart des gens ne voient pas. C'est qu'il y a une banlieue à Cap-Santé. C'est-à-dire, j'entends par là qu'il y a un petit développement qui est, en allant un petit peu vers l'autoroute, et qui est calqué sur le modèle d'une banlieue lavalloise, par exemple, avec des circles, avec des bungalows, etc. Et les gens qui y vivent, ils vivent très positivement dans une espèce de banlieue. Ils aiment ce qu'apporte cette proximité, etc., parce qu'il y a des valeurs très positives associées à ça. Les banlieues ont des valeurs positives aussi, peut-être des fois un peu négatives. Moi, j'ai habité 1 an ou 2 à Châteauguay, et le sujet de conversation numéro 1 des gens de Châteauguay, c'est le pont. Et là, je veux revenir à ce que disait Jean-Simon, c'est qu'il y a effectivement une barrière entre Montréal et l'extérieur. Elle est claire. Mais je pense qu'elle est claire dans les deux sens. C'est-à-dire que peut-être qu'on la voit moins de Montréal, parce que les gens de Montréal, normalement, travaillent à Montréal, mais les déplacements du matin font que les gens de l'extérieur voient cette barrière-là comme longue à franchir, insupportable. C'est souvent très long et très, très harassant. Je vais m'arrêter là, même s'il y avait d'autres petits points intéressants. Peut-être juste celui-ci. On a un garçon à la traversée, le groupe de géopoétique, qui s'appelle Xavier Martel, qui enseigne au secondaire, et comme quelques autres, il fait des sorties de flânerie avec ses étudiants. Alors, à un moment donné, il a proposé à ses étudiants de venir à Montréal flâner. Et là, ça a été tout de suite, non, un peu, là, Montréal, là, 1, c'est trop dangereux, 2, c'est trop loin, comment est-ce qu'on y va, etc. Ça a été très difficile de les convaincre, beaucoup plus difficile qu'une fois sur place, de leur montrer comment flâner. C'était de s'y rendre qui était difficile. Et je voudrais attirer l'attention que dans l'idée de trajectoire, il y a cette idée pour moi fondamentale d'arriver dans un lieu, d'arriver dans le lieu de l'événement. Un voyageur vous dira souvent, ça a été plus intéressant de s'y rendre que d'y arriver. On s'en va à Agra en Inde, ben, tout le trajet souvent est aussi fascinant, parfois plus, que Agra même. Alors, la trajectoire, c'est comment arriver dans un lieu, mais c'est l'arrivée, c'est toutes les conditions qui mènent à cette entrée-là. Si je puis me permettre, cette idée-là des frontières est en train en ce moment de prendre une nouvelle couleur, parce qu'on l'a beaucoup envisagé ce matin sous l'angle de la banlieue, où les gens ont peur d'aller en ville, ou la ville qui ne daigne pas aller en banlieue. Ça a souvent été le paradigme par lequel on regardait les ponts, puis
les voies d'accès à Montréal. Mais en ce moment, ce que je vois un peu apparaître, c'est dans la lignée de la micro-appropriation des villes. Tout ce qui est le jardinage urbain, les poules en ville, les ruches, le do-it-yourself, le bricolage, les mini, tout ça, toute cette espèce de mouvement-là qui était relativement clair dans ma tête, mais que j'aurais beaucoup de difficulté à qualifier. En ce moment, ce qui apparaît, c'est l'idée de est-ce qu'on peut marcher la ville? Il y a un blog en ce moment qui est Spacing Montreal, qui est vraiment comment est-ce qu'on peut occuper le territoire en marchant. Puis ils ont fait, c'était un truc qui était, je pense, qui partait du 10-30, puis ils s'en venaient au centre-ville. Et puis là, tout d'un coup, les frontières sont plus culturelles, elles sont vraiment comme structurelles. Comment tu fais passer les ponts, comment tu fais passer les autoroutes. Là, ça passe pas, il y a un parc industriel, c'est tout circulable. Et à cause de cette nouvelle façon-là de vouloir occuper la ville, les frontières se redéfinissent autrement. Et je trouve ça intéressant dans le cadre, justement, du flânage, parce que ça m'apparaît un petit peu dans la même lignée d'occupation. Merci. Peut-être un autre commentaire, une autre question dans le temps, toujours? Sherry? Oui. La première partie, j'avais une première partie, mais il est parti. C'était par rapport à la banlieue. J'aime beaucoup cette idée de nordicité qui est progressive, qu'est-ce qui est vraiment dans le nord et qu'est-ce qui est vraiment banlieue. Et puis, justement, est-ce que je pensais à l'intervention de Sherry hier, qui disait que au début de ce grand mouvement de peuplement de Montréal à la fin du 19e siècle, les gens venaient à Montréal, mais pas pour y rester, ils étaient dans un va-et-vient constant entre la ville et ils retournaient dans le bois pour 3 mois. C'était pas pour venir s'installer une fois pour toutes, mais ils avaient toujours un rapport avec l'ailleurs qui était la campagne. Puis, est-ce que cette campagne-là n'était pas vraiment une espèce de banlieue, c'est-à-dire que la banlieue se définit comme cet endroit qui a un rapport avec la ville, toujours en mouvement, fait qu'on peut dire que la banlieue, si on agrandit, ça peut aller jusqu'au 19e siècle à ce rapport avec le bois. Mais ma question était par rapport aux migrations. Et parce qu'on n'a pas, au fait que maintenant, les banlieues de Montréal commence à ressembler aux banlieues de Toronto, c'est-à-dire des endroits où il y a une forte population de gens venus d'ailleurs. Et je me demandais si vous aviez envie d'en parler un petit peu, dans la mesure où Nicolas, dans le roman qu'on connaît bien, Nikolski, il est beaucoup question de cela, de migration, dans le premier roman, mais moins dans le deuxième, qui n'était pas montréalais. Mais comment est-ce que vous, si vous êtes pour repenser la banlieue, est-ce que l'effet des migrations est important pour vous? Si je peux me permettre, moi, dans Le Sablier des Solitudes, j'ai un personnage qui est le fils d'une famille chinoise née à Hong Kong, mais qui a vécu son enfance ici et qui doit subir toute sa famille dans une grande maison de Brossard, qui est en train, comme on sait tous, de devenir le Chinatown principal du Québec. Le Chinatown riche, en fait, le Chinatown pauvre étant celui qui est à Montréal. À Toronto, on voit un peu le même phénomène. La banlieue change pratiquement peut-être avec une vingtaine d'années de décalage. Parce que les gens qui sont arrivés ici en tant qu'immigrants de première génération, il y a 20, 25, 30 ans, qui ont travaillé comme des forcenés pour se payer quoi? Pour se payer souvent une maison en banlieue. C'était l'American Dream, c'était le but à atteindre. Alors, on voit des gens maintenant qui parviennent à la banlieue et qui ont un sentiment d'accomplissement, qui ont un sentiment d'avoir réussi quelque chose et qui donnent à leurs yeux beaucoup à leurs enfants qui, eux, veulent évidemment plus et autre chose. Alors, ces jeux de tension-là, dans toutes ces grandes maisons, sur des terrains souvent sans arbres, donnent une drôle d'ambiance à la banlieue. On est plus dans une ambiance d'enfermement très visible, alors que l'enfermement en ville est dans des petites cases où les gens s'entendent à travers les murs parce que les constructions sont vieilles. Mais j'aimerais revenir un peu sur l'idée de verticalité. Ce qui va caractériser souvent la banlieue, je reprends l'exemple de Brossard, qui est une banlieue que je connais bien car je n'y ai pas habité, mais j'ai déjà travaillé, à faire pousser des maisons d'ailleurs, ironiquement. Brossard, avant le pont Champlain, n'existait pas. Parce que Brossard n'était qu'un immense marécage. C'est une zone inondable du fleuve Saint-Laurent.
dont le développement a été rendu possible par la création de la voie maritime du Saint-Laurent qui exerçait un contrôle des crues. Alors là, ils se sont dit, ben non, on peut construire, faisons un pont, il y a une autoroute qui doit passer là-bas, il faut qu'on se rende à Sherbrooke d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça qu'est né Brossard. Donc la verticalité brossardoise, c'est un maximum de 50 ans de construction, et ensuite c'est de la swamp. Alors ça, c'est Brossard. Si on va jusqu'à Chambly, ben là, on est assis sur un fort français, on est assis sur environ 350 ans d'occupation du territoire par les Anglais et les Français, et probablement par 3000 ans d'occupation par les Iroquois. Donc on est vraiment dans un autre territoire. Mais tout ça fait partie de ce qu'on appelle maintenant la banlieue. Alors qu'il y a plusieurs particularités qui tendent à se faire avaler dans un imaginaire très globalisant, alors que la banlieue n'est faite justement que d'îlots de particularités. À Brossard, présentement, on a un Chinatown, mais il y a l'équivalent d'un Little Pakistan, d'un Little India, un peu calqué sur le mode de Toronto, qui est en train de se faire à Brossard. C'est très curieux. Ils ont une problématique actuellement dans certaines écoles primaires de Brossard, parce que c'est toujours des quartiers. Ils ont trop d'enfants de la même nationalité et ils ont du mal à faire parler ou l'anglais ou le français à ces enfants-là. Parce qu'ils vont parler le punjabi, ou ils vont parler une autre langue, ou ils vont parler uniquement le mandarin. Donc c'est des problématiques qu'on ne peut pas soupçonner, mais qui sont très présentes en banlieue aussi, ce qui fait que le territoire est vraiment en mutation. Et son occupation le colore sans cesse. On crée une nouvelle verticalité, en fait. Une anecdote qui va tout à fait dans ce sens-là. Mon ancienne propriétaire était une Italienne, mais trop femme. On a failli habiter chez un autre Italien qui louait dans la petite Italie. J'ai habité dans la petite Italie, alors j'ai un petit peu vu aller tout ça, et ce que j'ai appris avec les années, c'est qu'en fin de compte, la première génération d'Italiens arrivés ici ont occupé évidemment une grande partie de la petite Italie. Et quand ils ont eu des enfants, ils ont commencé à se déplacer vers la banlieue, qui était à l'époque Saint-Léonard. Et ils sont installés là en se disant, il y a de l'espace, il y a de la place, c'est tout, et puis nos enfants vont être heureux ici, puis les enfants, ont grandi, ont fait leur vie et tout. Et la grande surprise des parents, ça a été, les enfants ne veulent pas rester à Saint-Léonard, les enfants veulent aller en banlieue. C'est plus la banlieue Saint-Léonard, alors ils se déplaçaient à Laval, et là les parents se retrouvaient, Saint-Léonard. Leurs enfants ne sont pas restés ici finalement, c'est plus la banlieue. Alors ils ont gardé leur building dans la petite Italie et ils redéménagent en petite Italie. On voit plein de vieux Italiens qui se déplacent dans les immeubles qui étaient en location puis qui réoccupent les lieux traditionnels. Fait qu'il y a une espèce d'aller-retour intéressant là, qui est tout à fait dans la notion de déplacement de ce qu'est, déplacement sémantique de ce que c'est la banlieue puis de déplacement des populations là-dedans. Simon? Simplement pour abonder dans votre sens, à Saint-Léonard même, il y a un phénomène intéressant, c'est la construction à peu près systématique dans le Saint-Léonard francophone qui est très très limité, de ce qu'on appelle les monster houses, c'est-à-dire ces châteaux en Espagne très réels, qui sont souvent ceux, évidemment, achetés par des membres de la communauté italo-québécoise qui reviennent s'installer. Et donc, il y a encore une fois une couche de plus. Et c'est toute la question qui rejoint notre réflexion dans le domaine littéraire, c'est-à-dire comment raconte-t-on la ville et les banlieues. Mais c'est aussi, qu'en est-il, on en parlait hier avec Mme Olson, des destructions qui sont celles des villes. Alors, évidemment, les banlieues telles que nous les connaissons sont toutes récentes. Tu en parlais, Jean-Simon, à propos de Brossard. Bon, Saint-Léonard, c'est lié évidemment à l'autoroute métropolitaine, au boulevard métropolitain. Et puis on se retrouve donc avec des opérations massives de destruction, alors que se pose la question, je dirais, du devenir patrimonial des banlieues elles-mêmes, notamment de Saint-Léonard, une banlieue qui date des années 50. Et donc on détruit en même temps un patrimoine en devenir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on ne détruit pas, on se pose des questions comme celle dont vous parliez, M. Dickner, c'est-à-dire comment réaménager le bungalow de manière à ce qu'il puisse correspondre à autre chose que la famille nucléaire, et comment accueillir, les grands-parents, comment faire en sorte, alors que ça n'a pas été pensé pour ça. Et ça, ce sont des aspects de bricolage qu'on retrouve beaucoup en banlieue qui sont assez fascinants. Enfin, à savoir si Saint-Léonard est une banlieue, effectivement, c'est devenu partie intégrante de la ville d'une certaine manière. Mais ça, c'est une question effroyable, celle de la démolition versus le patrimoine. Je me demandais cette semaine, parce que j'étais dans la Révolution française, puis j'écris un peu comme, légèrement, tu sais, massacre sous les platanes, tu sais.
Et là, je fais, attends une seconde, des platanes à Paris à la fin du 18e siècle. Est-ce qu'il y avait vraiment comme des platanes à Paris à la fin? Je me mets à faire des recherches. À quel moment est-ce que les platanes ont apparu à Paris? Ben, il y a deux vagues, en fait, dans les années 1830, et puis par la suite, dans les années 60 avec Haussmann. Mais Haussmann n'a pas juste planté les platanes, parce qu'à l'époque, les rues de Paris, c'était étroit. Haussmann a percé Paris. Haussmann a rasé des quartiers pour faire passer des grands boulevards. C'était la deuxième grande vague de grands boulevards après Rambuteau. Puis il a élargi, il a agrandi, puisqu'il a pu faire des passerelles extrêmement hautes. Puis là, il a planté, il y a eu des platanes, il y a eu des squares, il y a eu des parcs, il y a tout. Ce qui est le Paris qu'on connaît. Puis à l'époque, il y avait cette idée, encore la théorie des miasmes, la théorie des îlots de contagion, où il faut absolument que Paris se respire, sinon tout le monde va mourir dans les épidémies. Puis bon. Alors il y avait cette idée-là de faire circuler, puis ça a donné le Paris qu'on connaît maintenant. Mais c'était essentiellement, le patrimoine, tel qu'on le voit maintenant, a été essentiellement le fruit d'une œuvre de destruction. Robert Moses, à New York, qui était le grand destructeur de New York, se comparait à Haussmann aussi. C'était vraiment cette idée-là de il faut détruire le vieux pour construire le neuf. Alors, je vais prononcer le nom de Shiva ici, qui m'apparaît essentiel pour comprendre ça, mais en même temps, on comprend que Shiva est alors des idéologies. C'est difficile d'avoir un discours sur ce qu'on doit garder puis ce qu'on doit préserver versus ce qu'on doit démolir quand on est dans une espèce de perspective comme trop éloignée. Là. Mais moi, je trouve que ça m'angoisse beaucoup. Cette relation-là entre il faut préserver la petite clôture, le petit terrain, puis, ben oui, il faut démolir parce que dans 30 ans, 40 ans, ce qu'on va construire à la place qu'on a démoli, ça va être le nouveau patrimoine. Alors, j'ai pas de réponse à ça, mais je trouve que c'est essentiel. Puis dans la perception du tissu urbain, pour moi, c'est comme le petit spot qui gratte qu'on n'arrive pas à atteindre. Alors, sur Shiva, l'angoisse et la destruction, je vais vous inviter à aller prendre un café. Mais avant, à remercier, bien sûr, Jean-Simon et Nicolas pour leur présence, leur très généreuse discussion ici avec nous. Merci.